Yaorana et bienvenue dans Manava. Le marché de la seconde main n'est plus simplement une mode, mais pour certains, c'est devenu un mode de vie. Alors, entre gestes éco-responsables et gestion de ses dépenses, découvrons avec nos invités cette nouvelle tendance. J'accueille Laetitia Beck, qui est fondatrice de Échange Tendance. Bonjour. Benoît Bernard, qui est gérant de Tahiti Collective. Bonjour. Tara Butard, qui est fondatrice et gérante de La Petite Cabine. Yorana. Et Tiffany Dicola, qui est fondatrice de Molly & Co. Bonjour. Donc, ravi de vous accueillir. Alors, en quelques mots, pourriez-vous nous présenter vos entreprises respectives? Alors, on va commencer par toi, Laetitia. Alors oui, bonjour. Donc moi, je suis la fondatrice et gérante de Échange Tendance. Donc c'est une boutique qui permet de faire des échanges de vêtements. Concrètement, c'est renouveler sa garde-robe, échanger ses vêtements, des vêtements trop petits, trop grands. On peut venir les déposer et en reprendre d'autres. Très bien. Benoît, tu nous parles de Tahiti Collective? Oui, donc je suis fondateur de tahiticollective.com, qui est un site internet qui est dédié à la revente d'articles de luxe et d'objets de collection, donc d'œuvres d'art notamment. Très bien. Tara, tu nous parles de La Petite Cabine? Oui, et La Petite Cabine, c'est un dressing collaboratif qui propose de la location de vêtements aux particuliers afin d'en profiter de manière éphémère. Donc ça va du casual, du local, cocktail, mariage, il y a une gamme hiver également pour hommes, femmes et enfants. Voilà, qui était précis. Et ensuite, Tiffany. Donc, rebonjour. Donc, Molly & Co, c'est donc une plateforme, un site internet, mollyandco.com. Il s'agit d'un vide dressing collaboratif également, mais nous, pour le coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les vêtements chez les personnes qui souhaitent vendre des articles et ensuite, on va se charger de les traiter, de les nettoyer, etc. pour ensuite les revendre et les livrer gratuitement à domicile sans aucune obligation d'achat. D'accord. Tara, à qui tes services sont destinés? Est-ce qu'il y a différents types de clients, âge, style? Je dirais que moi, ma cliente peut-être la plus âgée, elle avait un peu plus de 80 ans. Et les plus jeunes, bon, c'est les parents qui viennent pour eux, sont des enfants, voire des tout petits. Donc on a une très large gamme, on a un peu plus de 4000 articles. Donc les gens en restent par contre propriétaires. Donc à chaque fois que leurs vêtements sont loués, eux en touchent une commission. Et de l'autre côté, on a des hommes, des femmes, des enfants qui en profitent pour un besoin ponctuel. Alors, comment t'es venue cette idée? Eh bien, tout simplement, j'ai eu besoin. Pour un mariage, avec un dress code, j'ai galéré à trouver ma tenue et finalement, j'ai trouvé la mienne la veille du mariage dans le placard de la mère d'une amie. De moi-même, ça me serait jamais venu à l'idée de me dire tiens, est-ce que ta mère a une tenue pour moi? Et puis je me suis dit c'est vrai qu'en fait, moi-même, j'ai plein de tenues que je n'ai portées qu'une seule fois, qui sont en très bon état, que je ne porte plus, que je prête aux copines, mais je suis sûre que ça peut être encore à d'autres. Je peux prêter ça à d'autres personnes que je ne connais pas. Laetitia, c'est à peu près c'est pour les mêmes raisons que tu as monté cette boutique? Ou dans Alors, l'esprit? Dans l'esprit, effectivement. Après, moi, l'idée première, en fait, elle m'est venue de mes enfants, où j'ai eu 2 enfants, un garçon, puis une fille, et je me suis vraiment retrouvée avec des tonnes de vêtements. Et je me suis dit, mais quel dommage de ne pas pouvoir échanger avec quelqu'un qui a eu d'abord une fille, puis ensuite un garçon. Et du coup, j'ai regardé aussi qu'on pouvait proposer dans le monde. Et j'ai trouvé ce concept-là que j'ai adapté pour ici, évidemment, parce que on n'a pas forcément les saisons, c'est pas les mêmes, etc. Mais l'idée, elle vient des enfants. Après, je propose pour hommes, femmes, enfants, évidemment. Mais l'idée première vient de là. Tiffany, comment se porte le marché de l'occasion en Polynésie? Mais je dois dire que, pour avoir commencé il y a 3 ans maintenant environ, c'était pas forcément évident au début. Parce que c'est vrai que le marché de la seconde main dans le monde, de manière globale, tend justement, d'ici quelques années, à surpasser ou va dépasser le marché, notamment des vêtements. Si je parle des vêtements, le marché des vêtements qu'on connaît. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des représentations négatives, vis-à-vis de la seconde main, donc que ce soit le textile ou autre. Donc il y a tout un travail, je pense, je trouve, je ne sais pas si vous êtes du même avis à faire sur les représentations qu'on peut encore avoir sur la seconde main. Après ça, c'est des représentations qui peuvent avoir lieu aussi en métropole, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce travail-là à faire, de démocratiser en fait l'acte d'acheter de la seconde main par rapport aux représentations qu'on peut avoir, mais de manière globale, au niveau des tendances que ça peut prendre, je pense qu'on est quand même sur du positif. Est-ce que tu penses que c'est une mode ou c'est une prise de conscience éco-responsable? Je pense que c'est plutôt une prise de conscience. Il y a 2 choses qui, à mon avis, ont réellement eu un impact sur cette manière de consommer. Ça a été
la crise économique, la période du confinement aussi, et voilà cette conscientisation aussi du monde qui nous entoure par rapport notamment à l'urgence climatique et une conscience environnementale qu'on n'avait peut-être pas à l'époque. Même les jeunes aujourd'hui ont de plus en plus conscience en fait du monde qui les entoure, et donc voilà, je pense que c'est lié à ces deux facteurs-là. Alors Benoît, quand on parle de seconde main, on parle plutôt vêtements en général, hein, c'est le plus gros, on va dire, du sujet. Et comment est le marché du luxe de la seconde main en Polynésie? Il est intéressant. Il faut savoir qu'en Polynésie, on a eu une période économique quand même très faste sur les 40 dernières années. Donc il y a des gens, une multitude de gens qui ont fait l'acquisition d'objets précieux, d'œuvres d'art, ce genre de choses. Et donc on a un marché aujourd'hui qui est intéressant, et les gens ont, un peu comme partout, mais on fait l'acquisition de ces objets et puis dans certains cas souhaitent les revendre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a on dirait, il y a de jolis trésors en Polynésie? Oui. Ouais, oui, il y a oui, il y a de jolis trésors en Polynésie. Moi, j'interviens sur 5 catégories, qui sont les sacs, les accessoires, les montres, les bijoux et les œuvres d'art. Et comment t'es venu l'idée? En fait, moi-même, je collectionne, je suis passionné par l'art, et en particulier par l'art fait en Polynésie. Je collectionne des tableaux depuis une trentaine d'années maintenant, et je savais que dans le cadre de la revente, il n'y avait pas de structure professionnelle. Ça se faisait un petit peu du bouche à oreille entre collectionneurs. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue, en fait. Je me suis dit, tiens, ça mérite d'être structuré et d'offrir une plateforme d'échange qui soit faite dans de bonnes conditions. D'autant plus que pour les tableaux, c'est un peu compliqué parce que il faut faire venir les gens chez soi. Bon, pareil pour les objets de luxe aussi, les gens vont pas spécialement. On veut essayer de garder une certaine distance. Voilà, on va veut dire. garder une certaine distance. C'est intéressant pour eux d'avoir un intermédiaire lié au fait qu'on n'a pas forcément envie de savoir qu'on vend son sac Vuitton ou qu'on vend un beau bijou. Il faut garder une certaine discrétion Voilà, aussi. et garder une certaine discrétion, tout à fait. Laetitia, alors quel est ton modèle économique? Comment est-ce que tu gagnes ta vie, pour faire clair? C'est la question, effectivement. En fait, comment ça se passe concrètement dans la boutique? Pour venir faire des échanges de vêtements, on va payer un abonnement à la boutique. Il en existe plusieurs, des abonnements en fonction de ses besoins, de ses envies, de sa manière de faire du shopping, du nombre de vêtements qu'on a dans son placard à échanger. Une fois qu'on a payé son abonnement, évidemment, on ne paye pas les vêtements puisqu'on vient simplement faire des échanges. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution-là pour gagner ma vie, et puis parce que tout ce qui entre dans la boutique est lavé, passé à la vapeur, tout ça, ça a un coût. Et donc, il faut... Pour ça, je suis obligée de vendre un forfait. J'aimerais bien que ce soit uniquement de l'échange, mais aujourd'hui, c'est absolument pas possible. Là, c'est super compliqué, parce que j'imagine que tu as aussi un loyer, des charges, enfin ce genre de choses. Tout à fait, puisque j'ai une boutique physique à Papeete, donc effectivement, j'ai un loyer, des charges et tout ce qui va à côté. Donc effectivement, mes clientes prennent un abonnement et après, elles ne payent plus les vêtements. Donc tu as des abonnements, par exemple, qui peuvent te permettre de venir de manière illimitée. Donc elles sont ravies, elles passent une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, elles ne sont jamais habillées pareil, elles adorent ça. Elles peuvent garder les vêtements un certain nombre de temps ou c'est illimité? Alors, tout ce que mes clientes déposent, c'est plus à elles, tout ce qu'elles reprennent, c'est à D'accord, elles. oui. Elles en font ce qu'elles veulent. Alors, Si ouais. elles décident de me le ramener, elles ont le droit, du moment que ça reste en bon état, qu'elles ne l'ont pas abîmé, mais elles peuvent tout à fait refaire tourner le vêtement. On le sait pour des robes de Noël, par exemple, qu'on va mettre qu'une seule fois. Et donc voilà, elles ont la possibilité de faire ça. Mais si elles veulent le garder, elles le gardent. Cara, est-ce que tu es sur le même modèle? Oui, Un peu différent? un peu différent. Nous, comment on se rétribue? Il faut savoir qu'on prend en charge le stockage, la gestion locative et l'entretien notamment au retour. Sur ça aussi, le propriétaire touche une commission. Et donc forcément, le reste, c'est pour nous, mais en ayant bien sûr des charges à côté. Après, il arrive aussi que les coups de cœur continuent. Donc il y a la vente qui est possible. Quand le locataire nous demande est-ce que c'est à vendre, si le propriétaire dit oui, on s'occupe aussi de faire cette partie-là. Donc on se rétribue comme ça. Tiffany? Oui, ça va être similaire. Donc nous, en fait, on va se prendre une commission
sur les vêtements que les vendeurs nous confient, parce que pareil, il y a tout un travail en fait de traitement, de nettoyage, de vapeur, de désinfection, de prise de photos, de mise en valeur sur les réseaux sociaux, de publication sur le site internet, de livraison ensuite après à domicile. Puis il y a aussi en amont, ce que j'ai omis de mentionner, le fait de les récupérer gratuitement à domicile, surtout Tahiti. On a des personnes qui nous confient des vêtements des îles. Pour le coup, elles utilisent soit le fret maritime, soit le fret aérien. Quand même plus avantageux le fret maritime. Mais voilà, donc nous, on se prend une commission pour ce travail-là directement en fait sur les vêtements, sur le prix final. Alors ma question, c'était pas une question d'ingérence, hein, c'était pour bien faire comprendre que votre idée, votre approche éco-responsable, elle est excellente, mais qu'elle a un coût aussi, que ça peut pas se faire gratuitement. Ouais, C'était juste pour expliquer ça, en fait. oui. En quoi le mode de fonctionnement de Molly & Co est éco-responsable, justement? Est-ce que c'est applicable sur tout le territoire? Alors tu as répondu un petit peu. Est-ce que la récupération des vêtements dans les îles éloignées se fait... je veux bien que tu développes un peu. Alors, juste d'abord par rapport au premier point, je pense que chacun de nous, on se veut être des intermédiaires déjà, on permet, en fait, on rend accessible justement cette vente, cette location, cet échange de seconde main. Voilà, donc déjà par notre action, déjà au quotidien et par justement le fait de proposer des articles de seconde main, on rentre plutôt dans une économie qui va être circulaire. On n'est pas dans la reproduction de vêtements, on va utiliser ce qu'il y a et puis on va faire en sorte de pouvoir soit les louer, etc., etc. Ensuite, par rapport au fret maritime, en effet, c'est une question qu'on s'est posée. Voilà, aujourd'hui, on accepte le fret maritime, on accepte aussi la livraison en métropole, mais on le fait très peu. Les personnes qui commandent en métropole, c'est extrêmement rare et ça va être des créations locales. Donc là, on est plutôt dans une mise en avant du patrimoine local et des créations artistiques locales, mais ça se fait très rarement. Et par rapport, en effet, au fret maritime, on va privilégier le fret maritime plutôt que le fret par rapport au fret aérien. Maintenant, c'est vrai qu'on préfère quand les personnes viennent sur Tahiti et nous confient leurs vêtements directement. Ouais, Benoît, je t'ai pas posé la question. Ton modèle économique, toi? C'est très simple. En fait, nous, on a une commission sur les ventes. En fait, notre travail, c'est de sélectionner les articles, C'était ma question suivante, justement. Comment est-ce que c'est expertisé? On va lier les deux. Comment est-ce que c'est expertisé? Par qui? Comment est-ce que vous fournissez le garantie? Alors, non, c'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs étapes. D'abord, on sélectionne, bien sûr. Ensuite, on authentifie, on documente. On expertise, bien sûr, en termes de prix. Assez simplement, c'est parce que uniquement sur la base du fait qu'on a fait plusieurs centaines de transactions depuis 3 ans, donc on commence à savoir un petit peu combien coûtent les choses. Et puis on a un partenariat, nous, avec les établissements Drouot à Paris. Donc quand on a besoin d'une expertise plus pointue, faite par un commissaire-priseur, on s'adresse à eux. Voilà. Alors comment vous faites? Parce que l'objet est ici. En fait, par photo, on envoie des photos. Alors on a un studio photo professionnel. Moi j'ai une galerie à Papeete où je stocke une partie où je reçois les gens d'abord, parce que dans le cas des objets de luxe, souvent ils veulent voir l'objet avant de l'acheter. Donc on a un local à Papeete pour les recevoir. Et puis avec Drouot, on envoie des photos. Alors il y a un cahier des charges assez précis, il faut envoyer des photos vous savez de haute définition, sous quel angle, et ainsi de suite. Donc on a été briefé là-dessus et ça fonctionne en fait très bien, comme ça. Voilà, donc on arrive à avoir des expertises qui sont faites très rapidement, en 24 heures, liées au partenariat qu'on a engagé avec eux. On a aussi certaines œuvres qui partent directement sur Paris pour des ventes aux enchères sur la place de Paris, parce que c'est des œuvres qui correspondent plus à ce marché-là. Voilà. Et après, nous, notre rôle, c'est surtout de les mettre en valeur, en fait, hein. C'est-à-dire, une fois documentés, estimés, on les fait passer dans un studio professionnel et puis on rédige une annonce qui les met en valeur et puis on se charge bien évidemment de trouver un acquéreur. Bon, là, je parlais des produits de luxe, on va dire, de seconde main, mais est-ce que, justement, commission de seconde main, c'est abordable au plus grand nombre? Ça reste des objets précieux, donc il y a un certain coût en général, hein. Maintenant, on ne fait pas de sélection à ce niveau-là. Nous, on prend ce que les gens nous proposent, en sélectionnant surtout sur la qualité du produit et sur la qualité de l'offre. En clair, les taux auront toujours une valeur, quoi. Faut pas Oui, t'attendre à... sur les objets de luxe, forcément, c'est un petit peu particulier parce que justement, c'est des objets qui, par définition, ne se déprécient pas, enfin en tout cas peu, et qui offrent assez facilement la possibilité d'avoir une seconde vie chez quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est particulièrement adapté, je pense, à cette économie circulaire. En fait, nous, on a un peu tous les cas de figure, mais les gens en général qui viennent nous confier des objets ont besoin d'avoir des rentrées pour faire face à une dépense, assez simplement. Et donc, c'est une façon de récupérer un petit peu de cash de son capital, quoi. Voilà. Tara, la notion de seconde main est assez ancrée dans les habitudes des grandes familles en Polynésie ou même dans l'absolu, puisque quand il y a des grands frères, mais en général, les petits frères vont profiter des vêtements et ainsi de suite. Est-ce que ça a une connotation péjorative, justement, d'utiliser la seconde main? Est-ce que c'est bien acquis? Est-ce que c'est bien vu? Alors, Tara et Ouais. Laetitia ensuite. Non, c'est sûr que la seconde main souffre un peu de cette étiquette un peu cheap, hein. Donc, c'est notre travail à tous, je pense, au quotidien, c'est aussi de rendre ça plus sexy au final, plus intéressant. Donc, après, ça dépend. Moi, par exemple, j'ai des pièces qui sont quand même assez rares, dites luxueuses. Donc, les gens ne veulent pas s'en séparer, mais ils ne les portent pas non plus tous les jours. Donc, c'est sûr que là, il y a un tarif qui va en conséquence. Mais les gens sont parfois surpris quand ils entrent d'autant chez moi de voir que, ah, en effet, il y a ce genre d'article-ci, on ne pensait pas. Alors, du coup, c'est la com, hein, qui fait tout, hein. Donc, d'avoir une communication qui soit jolie, attractive, intéressante, qui démocratise cet acte de venir louer un article. Après, nous, de notre côté, c'est sûr que les propriétaires, soit ils en parlent, soit ils n'en parlent pas, mais nous, on ne les oblige pas. Au sein de la boutique, on ne dit pas non plus telle robe vient de quel dressing. Oui, j'imagine, vous gardez. Voilà, Oui, les gens ont exactement. besoin de savoir de toute façon. Ouais. Non, ils n'ont pas besoin de savoir. Après, il y en a qui n'hésitent pas à communiquer sur le fait qu'ils ont déposé des vêtements, hein. Après, ils sont bien conscients que du coup, de communiquer, quand les gens voient à peu près leur style et leur tenue, ça peut potentiellement leur permettre à eux d'avoir des articles qui du coup sortent et d'avoir une rentrée d'argent sur les locations. On réussit à gommer cette notion un petit peu péjorative qui peut encore être dans l'esprit de certains? Oui, je pense. Moi, je pense que la culture de la seconde main, ici, elle existe maintenant. Moi, je le vois par rapport à ma clientèle. J'ai des gens qui viennent parce que, effectivement, avoir de la seconde main, il y a un côté économique là-dedans, il ne faut pas se leurrer. Mais j'ai aussi des gens qui prennent conscience justement que on peut trouver des associer les choses deux. sympas. On peut associer les deux. Et puis, il y a des gens qui pourraient très bien acheter les mêmes robes neuves, les faire commander des États-Unis. Mais c'est pas dans leur valeur. Dans leur valeur, maintenant, on est plus éco-responsable, on fait plus attention. Ça existe ici. Et donc, on retrouve moins cette notion un peu bas de gamme, péjorative. Je pense que ça commence vraiment à entrer dans les esprits de chacun. C'est plus... Est-ce que c'est plutôt un domaine majoritairement féminin ou les hommes aussi commencent à consommer de la seconde main? Alors, c'est majoritairement féminin, honnêtement. Mais les hommes commencent à le faire. Alors, souvent, ça passe par le biais de leurs femmes. Ça, c'est un Effectivement, grand classique. Ouais. c'est un grand classique. Par exemple, moi, je le vois, des clientes qui trouvent une chemise sympa pour leur mari, qui me disent ah, je vais essayer, on verra. Après, elles prennent pas grand risque puisqu'elles savent qu'elles peuvent la ramener si jamais il n'en veut pas. Mais et du coup, une fois qu'il a aimé la chemise et qu'il a porté la chemise, il se dit bon je veux bien faire un petit tri dans mon placard et te libérer des vêtements que j'utilise plus. Mais c'est vrai que les hommes ont moins ce côté-là, on va dire, où soit ils adorent un vêtement et ils vont l'utiliser jusqu'au bout. Et là, voilà. On va dire que les femmes ont une approche esthétique et les hommes pratiques en termes du port du vêtement, c'est-à-dire qu'ils vont l'user, Peut-être, c'est ça. peut-être, globalement, oui. Je pense qu'on aime bien aussi avoir des vêtements différents. Souvent, c'est vrai que, par exemple, pour une soirée, on porte la robe une fois, on va la mettre 6 mois après une autre fois, et puis, non, mais on nous a déjà vu 3 fois dedans, on aimerait bien changer. On a plus ça que les hommes, c'est sûr. Benoît, quel type d'objets sont les plus sollicités? Alors nous, on a aujourd'hui à Tahiti Collective, on a 500 articles, un peu plus de 500 articles qui sont référencés sur le site, donc qui sont proposés à la vente. On a en grande majorité des œuvres d'art. C'est un petit peu notre spécialité aujourd'hui. Donc moi, je vends principalement des tableaux, des sculptures. Après, les autres catégories sont un petit peu plus compliquées en fait.
dans le sens où, par exemple, pour les montres, on n'accepte pas de montres qui ne soient pas parfaitement documentées, c'est-à-dire avec les certificats, les factures d'achat et ainsi de suite. Donc, du coup, ça sélectionne un peu à la base et on a donc moins d'articles. Mais J'ai vu que vous aviez quelques jolis sacs, parce que je suis allé voir. oui, les sacs, c'est une partie de notre business qui marche bien. Je pense que les femmes en général sont contentes ici de pouvoir s'offrir un joli sac de grande marque à un prix intéressant. Donc ça fonctionne bien. Et puis en plus, il y a là, pour le coup, on a régulièrement des nouveautés qui rentrent. Donc, Bon, j'ai regardé, il n'y avait pas de Birkin. Hein. J'ai vérifié, il y en avait pas. J'ai vu les Kelly, mais j'ai pas vu de Birkin. Mesdames, je vous donne l'info tout de suite comme ça. Ouais. Mais il doit y en avoir certainement quelque part. Oui, mais c'est intéressant parce que comme pour les montres et ce genre de produits, on voit qu'il y a vraiment un engouement depuis quelques années pour ces secondes mains, aussi des produits de luxe. Alors justement, Tiffany, est-ce que la notion de marque est importante ou est-ce que c'est le prix et la qualité qui priment ? Je pense que si on m'avait posé la question il y a plusieurs années, j'aurais dit que ça aurait été la notion de marque. Aujourd'hui, je pense que c'est, dans un premier temps, nous, on va avoir 2 profils. Comme ça a été dit, on va avoir les personnes qui viennent d'un point de vue économique, parce que bien évidemment, c'est moins cher. Et puis des personnes qui ont une conscience globale et donc vont se rendre sur, peu importe que ce soit chez moi ou chez vous, sur le site, parce que justement, ils ont envie de réduire leur impact sur l'environnement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus le prix et la qualité aussi qui priment, parce qu'on a aujourd'hui, malheureusement, on a déjà la fast fashion qui fait des ravages d'un point de vue Alors, explique écologique. la fast fashion. Le principe de la fast fashion, ce sont des vêtements en fait pas chers, créés. Il peut y avoir plus de 36 collections à l'année, voire plus. C'est les fameux sites on va pas les citer, mais les sites dont on entend souvent parler. Et maintenant, on a ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. Voilà, donc c'est de la mode jetable. C'est ça, et bon, je ne citerai pas la marque. Non, on n'a pas besoin. Ce qui a amplifié, c'est les réseaux sociaux, des concours de haul sur les réseaux sociaux, à qui aura le plus grand panier. Alors, c'est quoi un concours de haul ? Alors, ah oui, il faut tout expliquer. Le principe d'un haul sur les réseaux sociaux, c'est de faire des achats et de montrer ce qu'on a acheté. D'accord. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, c'était une marque d'ultra fast fashion et il s'agissait de faire le plus grand haul possible et donc de commander des vêtements qui sont jetables. Et aujourd'hui, au niveau du vêtement, on recycle très peu. On n'a pas les moyens de recycler. Il y a bien des entreprises qui le font, mais ça reste très peu et une grande partie des vêtements finissent dans les décharges ou sont brûlés. Voilà, donc c'est vrai que qualitativement, de notre côté, on essaye aussi, comme vous, de proposer des articles qui vont peut-être être un peu plus durables. On a des marques de fast fashion, on a des marques d'ultra fast fashion. Ça a été une réflexion parce qu'on s'est dit, oui, mais est-ce qu'on accepte ? Et en même temps, si on n'accepte pas, ils vont finir où ? Voilà. Donc, parce qu'on a des vêtements d'ultra fast fashion qui n'ont jamais été portés. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les refuse, mais dans ce cas-là, où est-ce qu'ils finissent ? Donc, on accepte. Oui, parce que votre approche éco-responsable, elle est là aussi. C'est ça. Elle a du sens dans son... Ça a été un questionnement parce qu'il y a des vide dressing, je pense notamment en métropole, qui vont refuser les marques de fast fashion. Mais c'est vrai que nous, on s'est dit, ou d'ultra fast fashion, mais nous, on s'est dit que pour le coup, si on les refusait, on allait en faire quoi ? Voilà, donc on part du principe qu'on accepte l'intégralité des marques. Et dans la mesure où on est 30 à 70% moins cher que les prix du marché, on va pouvoir avoir accès, moi-même je suis la première consommatrice, à des marques plus qualitatives au niveau notamment du textile, au niveau des matières qui sont utilisées, et donc des vêtements qui vont durer plus dans le temps. Voilà. Ouais. Vas-y, je sais que tu voulais réagir. C'est vrai que, oui, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'ici, nous, le problème qu'on a en Polynésie, c'est qu'effectivement, sur toutes ces commandes-là, sur des vêtements qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir essayer, il y a toujours une perte. C'est-à-dire des vêtements qu'une fois qu'on a essayé, ça ne rend pas du tout pareil que sur l'écran. Et on n'a pas envie de les porter. Et c'est vrai que régulièrement, on reçoit des vêtements où il y a encore les étiquettes dessus parce que c'est des commandes ratées et qu'ici en Polynésie, renvoyer un vêtement, ça coûte plus cher que le vêtement. Donc en fait, c'est des vêtements effectivement qu'on va stocker dans le placard, qui vont finir par s'abîmer et qu'on va mettre à la poubelle. Donc pareil, j'ai eu la même réflexion et au final, oui, on les propose quand même parce que plutôt que ça finisse à la poubelle... vaut mieux que quelqu'un les utilise. On contribue à leur réutilisation parce qu'on a tout le monde, quand je vois, et je pense que c'est pareil pour vous, quand on voit ce qu'on nous confie, mais en fait tout le monde a des trésors en fait dans les placards, c'est juste incroyable, que ce soit des vêtements neufs ou des vêtements de très bonne qualité. Nous on propose
Donc, 3 catégories de vêtements. Donc, les vêtements neufs, qui ont encore l'étiquette, pour le coup. Les vêtements en très bon état, qui sont comme neufs. Ils n'ont juste pas l'étiquette, mais ils sont vraiment comme neufs. Ou des vêtements en bon état, qui vont avoir un petit défaut, mais qui ne se voit pas porter ou qui est facilement rattrapable. Comme par exemple un point de couture à faire sur un trou dans l'entrejambe, ou voilà, que sais-je. Mais voilà, et donc du coup, qualitativement aussi, ça leur permet Et la d'avoir démarche assez, prend ouais. toujours sens. Tu proposes aussi des vêtements d'hiver parce qu'on est en Polynésie, Oui. mais quand on peut changer d'hémisphère, on peut aller à droite, à gauche et c'est pas du tout la même température. Oui. Tu proposes ça aussi? Oui, on a toute une gamme hiver pour hommes, femmes et enfants. Et là, pour le coup, ça va du manteau, du pull, du sous-pull, à la paire de bottes, de bottines, aux articles de ski. Donc là, clairement, ça part à l'extérieur. Les gens reviennent et ils n'ont pas à déposer en pressing avant de nous y rapporter. Donc c'est de leur faciliter aussi la vie. Juste pour rebondir sur la fast fashion, c'est vrai que nous aussi, c'est posé la question de savoir est-ce qu'on en prenait ou pas. Parce que le souci de ces articles-là, c'est qu'ils ne durent pas sur la durée. Donc c'est vrai que c'est des articles qu'on va voir qu'au bout de 1 ou 2 locations, commencent déjà à perdre très vite en valeur et à s'abîmer. Et on passe beaucoup de temps sur eux à les rafraîchir, tout simplement. On recoue systématiquement des choses dessus. Donc quand ils arrivent neufs, on a fait le choix de les accepter. Et par contre, après, voilà, nous, comme c'est de la location, il faut que ça tienne sur le temps. On sait, nous, l'entretien qu'on va y consacrer, mais voilà, il faut que ça tienne. Donc, il y en a certains qu'on refuse. Et après, on tombe dans des travers où la fast fashion finit par s'insinuer dans la seconde main. Et on va même parler de fast fashion de seconde main. Donc, c'est des articles qui vont être achetés, portés une fois, revendus, et puis les gens, ils rachètent. Alors, on ne peut pas se passer de l'achat, ce qui fait que sinon, on n'aurait rien, du coup, Oui, nous, parce en qu'il y ait du boutique. seconde main, il faut qu'il y ait du neuf. Voilà. Mais c'est pour ça que même en boutique, on essaye de passer du temps avec les gens. Donc, on en a énormément qui viennent aussi pour ne plus s'encombrer, pour ne plus dépenser des milliers et des cents dans des choses qui abîment la planète. Donc, il y a cette conscience globale, écologique, comme tu l'évoquais. Mais c'est aussi de voir aussi avec eux un autre travail, les bonnes questions à se poser quand ils vont être face à l'achat. Vous avez aussi une démarche pédagogique, on va dire. Oui. Complètement, Bon, parce très qu'on bien. discute, nous, on reçoit sur rendez-vous. Donc, c'est comme quand elles vont chez l'esthéticienne ou la coiffeuse. Donc, on Vous allez leur expliquer comment fonctionnent les choses. Maintenant, à vous de voir comment adapter votre consommation et vos achats, et peut-être que vos armoires recèlent de jolies pièces qui pour vous n'ont plus d'intérêt, mais qui pour d'autres seront un coup de cœur. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Retrouvez tout de Merci. suite le VA, votre Merci. journal en tahitien. On se retrouve demain à 17h15. Bonne fin de journée sur TNTV.